Voilà, je suis Khadija Yatara, une ressortissante malienne du Nord. Je viens de Tombouctou, je suis retraitée. Alors, je suis un peu active dans les associations. Je ne peux pas dire que je suis politique, mais je suis de près ce qui se passe dans mon pays et je suis intéressée. Quand il s'agit d'intervenir, j'interviens. J'ai attiré l'attention sur les dirigeants qu'il y a des exactions qui se font en France en leur nom et qui ne sont pas au courant. J'ai pris mon cas précis au moment où, parce que je gêne des politiques, je gêne des associations, il y a eu un grand complot pour me faire partir de la France au nom de l'État, alors que l'État n'est pas au courant. Ils ont attendu la visite du président ici au moment du débarquement qu'ils ont été invités par la France juste après son départ. Ils ont fait démarrer la machine. Donc tout le monde se dit c'est l'État, il est venu pour ça, il a fait ça, il a fait ceci, alors que c'est faux, ce sont des individus qui sont là, qui se disent que je suis très proche du pouvoir depuis Moussa jusqu'à aujourd'hui et que je peux dénoncer leurs manœuvres, leurs intrigues politiques, tout simplement. Voilà. Et en plus, c'est surtout des partis politiques d'ailleurs d'opposition qui ont tenté, ou de majorité même qui ont tenté de me récupérer, j'ai refusé parce que quand je fais partie d'un parti, je n'aurai pas mon franc-parler, je ne dirai pas ce que je veux. On va déjà revenir sur votre, avant d'être retraité aujourd'hui, on va déjà voir les fonctions que vous avez occupées, ça nous aiderait à comprendre où on en est aujourd'hui. Oui, je suis venue en France en tant que stagiaire de l'ODTA, l'Organisation du développement du tourisme en Afrique, qui regroupe ce qu'on appelle les pays de l'OCAM, qui sont devenus après ATTC et après la francophonie. Et en ce moment-là, le service devait être transféré en Afrique à Lomé. Bon, ça n'a pas pu se faire, ça a éclaté. Donc, nous toutes qui étions là, à l'accueil, au secrétariat, on nous a dispatchés dans les ambassades dont les secrétariats étaient tenus par des Françaises. On a dit, bon, il n'y a pas question de nationalité pour vous qu'on soit dans une ambassade africaine. C'est comme ça que je me suis retrouvée au consulat de Mauritanie, comme secrétaire du consul général, où j'ai fait pratiquement toute ma carrière, et à la rue du Cherche-Midi, à proximité de l'ambassade du Mali et du consulat du Bénin. Très bien. Voilà. Et donc, en fait, eu égard aux fonctions justement que vous avez occupées dans cette ambassade-là, vous avez eu vent de certaines choses, vous avez suffisamment le backstage pour pouvoir dénoncer certaines choses. Et aujourd'hui, ça vous met dans une situation un peu conflictuelle avec certains Maliens, c'est bien ça? Exactement, avec certains Maliens. Au lieu de qu'on profite de cette expérience pour nous servir, et comme la Mauritanie est presque en conflit avec le Mali, puisque la Mauritanie abrite le MNLA, des opposants politiques en ont servi pour essayer de me mettre en porte-à-faux avec l'État. D'ailleurs, c'est ça qu'ils ont saisi comme argument pour dire, bon, celle-là, elle est du Nord, elle est de Tombouctou. La première rébellion est partie de Tombouctou en 91. Elle est employée au consulat de Mauritanie, donc elle doit être impliquée. Voilà, on peut l'utiliser contre elle. Mais ils se sont trompés, je ne navigue pas en contre-courant contre mon pays. La guerre de Troie n'aura pas lieu. Non, 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 elle n'aura pas lieu. Et d'autres, quand on a parlé de l'intervention française, je fais partie des gens qui ont demandé qu'il n'y ait pas d'intervention, qu'on maintienne la pression de l'intervention pour pouvoir obtenir une négociation. Ça a commencé à prendre parce qu'ils ont eu peur. Mais après, d'autres, évidemment, on a été combattus, ils ont opté pour l'intervention française. Ça ne signifie pas que je combats le président français ou la France. Ça fait 40 ans que je vis en France. Si je suis contre la France, je plie mes bagages et je vais chez moi. À Tombouctou. Mais par contre, ce qu'on n'a pas compris, pendant ce temps-là, quand les rebelles ne connaissent pas le contenu de l'intervention, ils ont eu peur. Ils ont même demandé la négociation. Mais une fois que l'intervention est faite et qu'ils savent en fait qu'ils ne sont pas menacés, voilà, nous nous trouvons. Aujourd'hui, ils sont pour, demain, ils sont contre. On n'arrive plus à les contrôler.
Et nous sommes là, sur la dernière ligne de la signature des négociations d'Alger. Ce que je voulais dénoncer, qu'on fasse attention, ce n'est pas une dénonciation. On n'aboutira pas à des accords. Alger n'est pas pour trouver des accords. Alger est un symposium. Qu'est-ce que c'est un symposium? On invite tous les spécialistes du monde entier sur un thème bien précis pour pouvoir sortir des résolutions qui seront utilisées après. On peut utiliser ces résolutions pour obtenir le dépôt d'armes. Donc vous confirmez que les négociations à Alger aujourd'hui, on peut les appeler pour parler négociations, n'aboutiront pas à un accord. Non, ça n'aboutira pas à un accord. Mais vous Si savez on connaît vous savez que ce que vous dites est en opposition de ce que le président de la République du Mali, de ce que font François Hollande, le Premier ministre du Mali, la diplomatie algérienne, toute la diplomatie mondiale aujourd'hui s'attend à ce que Alger soit sanctionné d'un accord signé. Et même le Mali dit que cet accord-là sera signé à Bamako. Le président de la République le dit, le Premier ministre du Mali le dit. Donc vous dites qu'il n'y aura pas d'accord. Mais justement, pour qu'on puisse faire pression, c'est pourquoi j'attire leur attention, je les interpelle pour dire de ne pas d'être vigilants. Ça risque de ne pas aboutir s'il n'y a pas de pression. Parce que ce n'est pas fait pour ça au départ. Donc s'il n'y a pas de pression sur les groupes armés qui sont en face du Mali, il n'y aura pas d'accord. Il n'y aura pas d'accord puisque déjà il y a des accords entre eux. C'est pour éviter la signature. Maintenant, il faut qu'on fasse pression et que tout le monde, on parle d'une seule voix derrière le président de la République pour pouvoir obtenir le dépôt des armes. C'est le Mali qu'on veut sauver. On ne défend pas Ibeka. On défend le Mali. Il faut éviter un second effondrement de l'État. L'État malien risque de ne pas s'en remettre. Vous, j'ai pu suivre vos interventions à travers les vidéos que vous avez faites sur la plateforme de partage. Vous avez une explication bien précise sur la genèse du MNLA, leur réseau, ceux qui les ont aidés. Et aujourd'hui, on ne va pas revenir dessus. Aujourd'hui, donc, le Mali et ses groupes armés terroristes sont réunis à Alger pour, soi-disant, dégager un accord qui mettrait la paix définitive dans cet endroit-là du monde. Est-ce que vous avez le sentiment que les autorités maliennes qui donc portent la voix du Mali à ces négociations sont concentrées sur ce sujet-là? Ils sont concentrés sur ce sujet-là, mais il y a déjà eu un faux départ. Nous avons tout fait, les associations. On a crié, on a parlé, les personnes ressources, pour dire attention. Il faut que nous nous retrouvions d'abord entre nous pour sortir d'abord quelque chose. Il faut que nous ressortions une résolution, une solution que nous allons proposer au groupe armé. C'est-à-dire qu'il y a une concertation, de la société civile pour dégager une opinion qui sera ensuite présentée. Exactement, et des locataires de Koulouba, les anciens locataires de Koulouba et l'actuel. Parce que c'est un puzzle, chacun d'eux détient quelques éléments. Il faut qu'on mette tous ces éléments ensemble pour sortir le canevas politique sur lequel on va travailler. Si cela n'est pas fait, on ne peut pas s'entendre. Il faut qu'on se retrouve entre nous. Il faut que les présidents, ceux qui ont eu les rênes du pays, dépassent les questions de personnes et qui se concertent et qui s'assoient pour résoudre le problème du Nord. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est au même moment que le Mali est en train de jouer en fait, une carte historique, hein, parce que si jamais ça marche, ce qui se passe à Alger, on pourrait retrouver une paix et redevenir comme on a été depuis toujours. Si ça ne marche pas, on va encore signer pour 10, 15, 20 ans ou un quart de siècle de guerre entre nous. Mais au même moment, on a des affaires d'avions, on a des affaires de surfacturation, on a le virus Ebola. Est-ce que c'est un hasard ou c'est quelque chose de planifié de sorte à ce qu'on oublie, là où on veut aller? Je ne peux pas dire que c'est planifié, mais on peut dire que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Non, c'est pas un... Enfin, je ne dirais pas que c'est planifié, je ne peux pas me hasarder sur ce plan-là. Je donne mon avis et je donne l'avis de certaines concertations. On a déplacé les centres d'intérêt. Exactement
C'est douloureux de parler de sa personne, d'abord ma personne. Au consulat de Mauritanie, on a focalisé les autorités sur une personne, un individu. Pendant ce temps, un État est en train de travailler contre. Pour l'avion présidentiel, il fallait s'y attendre. On avait d'abord demandé l'audit d'Ibeka. Quand il a quitté le pouvoir, Premier ministre, on a senti qu'on ne peut pas. Donc on l'a attendu au tournant. On a essayé de faire comprendre qu'il a acheté des appartements, des immeubles à Paris. Ça, on n'a pas pu vérifier. Mais ça, on attendait, le piège a été tendu. Depuis le moment où l'idée de l'achat d'avion a été posée, au moment où quand vous dites que le piège a été tendu par qui? Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais on sait en tout cas, les présidents en général, les décideurs, disons les décideurs, ils sont entre des murs, ils sont prisonniers, ils ne voient et n'entendent que ce qu'on leur donne à voir, ce qu'on veut qu'ils entendent, ce qu'on veut qu'ils comprennent. Donc c'est un piège. Quand il dit qu'il est au courant, il est complice. Il n'est pas au courant, il ne s'intéresse pas aux affaires du pays. Il a fermé les yeux, il est léger. Il y a ce plan. Mais il faut dire qu'on a déplacé l'intérêt. Chaque fois que le problème de signature avec les groupes armés se pose, on sort le problème de l'avion ou on sort le problème sur Tchéblin Dramé. Quand on dit Tchéblin Dramé et le sommet francophone, on vise quelqu'un d'autre derrière Tchéblin Dramé. Donc c'est toujours le problème Ibeka Alpha. Quand on parle de Kidal, Kidal n'est pas le centre d'intérêt. Le centre d'intérêt, justement, c'est sur Tombouctou. Vous avez bien fait de poser la question. C'est une diversion militaire. Dès le départ, les rébellions ont commencé par Tombouctou, et c'est là qu'il faut venir. Et c'est là qu'il faut. Les manuscrits de Tombouctou, le patrimoine de Tombouctou, le fort de Tombouctou, voilà le problème. Il n'y a pas de rébellion touareg. Il y a une rébellion arabe qui veut reconquérir. Le Maroc a déjà revendiqué Tombouctou. On voit le plan Barkhane. C'est exactement le CRS d'antan, plus le sud du Mali et le Burkina, que le général de Gaulle avait émis depuis 1958. Donc il y a un passé. Il ne faut pas. Il faut recadrer. Ça va au-delà du cadre du MNLA qui prétend voilà, défendre des Touaregs. Mais non, le MNLA ne peut pas parler au nom des Touaregs. Le MNLA ne peut pas parler au nom des ressortissants du nord du Mali. Le MNLA ne peut pas se procurer le programme France-Afrique qu'il veut de temps en temps piquer quelques... Non, le MNLA, si on veut, et le MNLA n'est que... enfin, un instrument qu'on a mis en place. Mais qui utilise le MNLA comme instrument? Le MNLA se fait utiliser contre le peuple touareg lui-même, sans qu'on le sache. C'est quelques individus, pour des intérêts personnels, qui acceptent de jouer le jeu. Un point intérêt, c'est tout. Le Mali a la possibilité aujourd'hui de rebondir. Nous avons cette possibilité. Justement, j'allais vous demander quelle solution on peut préconiser par rapport à cette situation. Oui, on avait préconisé la décentralisation et la régionalisation. Il faut faire attention. Une décentralisation trop poussée, il y a l'idée de fédération qui est derrière. La régionalisation, pourquoi Menaka? Pourquoi la région des Grands Lacs autour de Gundam? Pourquoi Taoudenit? Je dis Taoudenit parce que Taoudenit englobe Arawan et Tombouctou. La première fois que le mot Azawad a été prononcé, c'est à Arawan. Après la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont eux qui ont commencé à demander l'indépendance. Mais heureusement pour nous aujourd'hui, ils ont des jeunes intellectuels qui ont compris qu'ils font partie d'un pays et que ce n'est pas possible et qui ont évolué. Donc il faut que le problème de Arawan soit posé et que ça soit discuté avec la France et le Maroc. Et pas l'Algérie? L'Algérie et la Tunisie, ils sont impliqués, mais ce problème bien précis, oui. Parce que le Maroc n'a pas de frontière avec le Mali. Et donc quand vous dites qu'il faut sauver l'Algérie... Le Maroc a une histoire avec Tombouctou, avec le Mali. La France a une histoire. La rébellion touareg est un héritage commun. C'est pour ça que j'ai exalté les décideurs. Qu'on fasse un compromis et que le dialogue soit ouvert entre Koulouba
l'Élysée et le Quai d'Orsay. Sinon, on ne trouvera pas de solution. Et tant que le problème de Arawan n'est pas posé sur la table, le président de la République... Déjà, vous parlez du problème de Arawan, ça m'étonnerait que... Non, ce n'est pas un problème... Un demi-pourcent des décideurs maliens aujourd'hui sachent de quoi vous parlez, Arawan. Ils vont le savoir, puisqu'il faut qu'on les informe. C'est la sous-information qui pose le problème. Il faut qu'ils soient informés. De l'OCRS, on ne sait pas pourquoi l'Azawad, le mot Azawad. Tout le monde se pose la question. Azawad, c'est quoi? Azawad est sorti d'où? Ils ne savent pas qu'Azawad est sorti de là. Après l'OCRS que le général de Gaulle avait lancé. Donc il faut qu'ils s'informent, que les politiques s'informent, qu'ils connaissent la culture, l'histoire de leur pays. Vous pouvez définir en 30 secondes ce qu'est l'OCRS? L'OCRS, c'est l'Organisation commune des régions du Sahel, que le général de Gaulle avait lancé en 1958. Tout le Sahara, le Sahel, il voulait en faire un État à part. Et c'est le président Modibo Keïta qui a rejeté l'idée. Donc, et ça, à partir de donc l'Azawad aujourd'hui aurait ses embryons dans l'OCRS. Ces embryons de l'OCRS qu'on veut réhabiliter sous une autre forme et qu'on voit que les centres d'intérêt, comme j'ai dit, sont... Il faut absolument que les Maliens et que tous les partis politiques, toutes tendances confondues, et la société civile, on se mette aujourd'hui derrière le président de la République pour ses signatures pour Alger. On ne défend pas le président de la République. Quel que soit le président qui se trouve aujourd'hui à Koulouba, on devait faire pareil derrière lui. Mais pour qu'on puisse aider un président futile qui demande l'aide, qui ne fasse pas de la clandestinité, parce que la plupart des observateurs aujourd'hui sont d'accord sur le fait que le président Ibeka gère un peu dans la clandestinité cette histoire de négociation à Alger. Donc il faudrait que lui-même mette la carte sur table, que les gens comprennent ce vers quoi il veut aller pour pouvoir le soutenir, parce que les gens veulent savoir, ils ne savent pas, ils ne peuvent pas soutenir. C'est un peu ça aussi la clé du problème. Exactement, si. Il a fait une avancée vers les gens. Il a envoyé son ministre des Affaires étrangères faire le tour de là où il y a des Maliens. Même en France, il a reçu des Maliens de l'extérieur au consulat pour demander de l'aide, des propositions. Sinon, je ne me serais pas permise d'intervenir pour donner mon avis. Je suis une simple citoyenne, je n'ai pas à intervenir dans les décisions de l'État. C'est parce que le président de la République, à travers le ministre des Affaires étrangères en France, a demandé les propositions, ils sont ouverts à toutes les propositions. Ils ont envoyé et demandé au Haut Conseil des Maliens de l'extérieur de France de sillonner les foyers, de sillonner les appartements pour recueillir les avis des Maliens et faire des propositions. Donc il l'a fait. Peut-être que ceux qui sont chargés de mener cette mission à terme n'ont pas su comment faire. En adressant un message au président de la République comme s'il était en face de vous, j'ai envie de donner une petite information. Le président du Niger s'est acheté un avion dans le même calibre que celui du président malien. Le président ivoirien Alassane Ouattara s'est acheté un avion, mais ça n'a jamais fait autant de tollé. Peut-être que dans les mêmes circonstances, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Madame Yattara, je vous laisse vous adresser directement au président de la République Ibeka comme s'il était en face de vous. Que Dembe bien à Tabarabolo, mais le Mali a toutes les ressources et lui-même il l'a. Qu'on reprenne confiance en nous, on peut rebondir et qu'on se concerte. Il faut que les anciens présidents et les présidents se concertent, et surtout l'armée. L'armée. On ne connaît pas de béret rouge, on ne connaît pas de béret vert, on ne connaît pas de béret marron. On connaît l'armée malienne, c'est une cohésion, c'est un corps qui est là pour défendre. Et que les femmes des militaires s'entendent pour que ce différend passe. Et on ne juge pas une armée nationale. On ne peut pas juger une armée nationale. Il y a des tribunaux militaires. Et en même temps, je demanderai au président de la République, il y a des ressources, des personnes ressources en France et au Mali. Je prends l'exemple de Omar Mariko. Omar Mariko, lors des négociations, c'est l'Algérie qui demande sa présence. Si j'étais président de la République, je l'aurais convoqué tout de suite. Au nom de quel droit? C'est à moi qu'il doit rendre compte. Mais ça, c'est lorsque les négociations ont lieu dans votre pays. Mais non, même à l'extérieur. Le pays n'a pas à demander directement. Non.
Et en plus, il a fait partie, il s'est rejoint à la majorité. Donc ça me donne un droit de l'écouter. Et il y a une dame en France qui fait partie de l'armée justement, qui a vécu dans l'armée, qui est née dans l'armée, fille du premier intendant militaire malien. Sa fille est mariée au second du capitaine Amadou Aya. On peut dire son nom? Qui est la sœur du juge Karambé qui a le dossier des bérets rouges, qui veut parler et qui veut contredire ce qui est mis sur place. On ne veut pas l'écouter. Je poserai la question au président de la République. Le Mali est-il en difficulté jusqu'au point où il ne peut pas payer 3 ou 4 billets d'avion pour écouter ces personnes ressources, ou bien ne peut pas déléguer officiellement des gens pour venir les trouver et les faire venir. Parce qu'il faut qu'on écoute les gens dans les deux éléments où ils évoluent. En France, où on prétend qu'ils sont protégés, ou au Mali, où ils sont sous l'autorité malienne à leur disposition, puisqu'ils sont des ressortissants de l'île. La dernière fois aussi, les rectifications que j'ai données, c'est la jeunesse, des jeunes qui m'ont posé des questions, qui ne savent pas la naissance du RDA, du PSP, le 26 mars, l'OCRS, qu'est-ce que ça signifie, la démarche, comment ça s'est composé, et leur place dans tout ça. Mais c'est vous les jeunes qui avez voté IBK. Vous demandez la justice. Vous demandez à prendre la relève. Vous demandez à être intégré. C'est vous la force du pays. C'est sur vous qu'on compte. C'est vous l'espoir du Mali. Ce n'est pas nous les vieux, hein. Nous courons vers nos tombeaux. C'est vous qui allez prendre le flambeau de la nation. Donc on compte beaucoup sur vous. Écoutez, informez-vous et instruisez-vous. Cherchez l'information là où elle est. Allez-y la chercher. Très bien, merci Madame Kadidia Yatara, donc, qui nous a édifié de beaucoup de choses eu égard à son backstage, à son expérience sur le terrain diplomatique, compte tenu aussi des fonctions qu'elle a occupées à l'ambassade de Mauritanie, pays qu'elle accuse d'avoir un peu participé à la fabrication, à l'éclosion du MNLA, qui cause tant de problèmes aujourd'hui dans le nord du Mali. Merci à nos spectateurs et au caméraman magicien Babadem tous les dimanches qui, grâce à lui, vous nous voyez de l'autre côté de l'écran. À dimanche prochain.